Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point Un Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Vous êtes sinologue, anthropologue spécialiste de la religion chinoise et psychanalyste en transgénérationnel. Vous avez fondé l'Arbre dénoué, association où vous accompagnez vos patients. Vous avez vécu plusieurs années en Chine, dont celle pour votre thèse sur le taoïsme, dont l'île aux morts, le mont Fengdiu, je ne sais jamais comment on le prononce celui-ci, en sera le socle. Est paru chez Actes Sud, dans la collection Voix de la Terre, votre ouvrage « La forteresse des âmes mortes, voyage initiatique dans les montagnes taoïstes ». Sandrine Chenives, bonjour. Bonjour Stéphane, merci beaucoup de votre merveilleuse invitation. Merci à vous d'être là. Alors, votre voyage date de 1990 et vous y retranscrivez aujourd'hui votre récit, issu de carnets, pas tous encore existants, où se mêlent les raisons de ce voyage, les souvenirs réels ou imaginaires, les ressentis et les faits. Tout s'y imbrique et force l'anthropologue que vous êtes à vous interroger sur la bonne distance avec votre sujet de thèse. Je vous propose une petite lecture pour nous plonger directement dans votre ouvrage. Pour ceux qui ont le livre, ça sera la page 77. La pensée chinoise donne à chacun une place dans une constellation d'interdépendance solidaire et complémentaire, et une forme de liberté. La contrainte d'une quête de vérité unique, au risque d'être limitante, n'existe pas, en Chine, face à la souplesse d'une conjonction possible de vérités dont aucune n'annule l'autre, tout autant que de points de vue. La réalité des choses est envisagée comme la somme de toutes leurs facettes, celles qui sont visibles et celles qui ne le sont pas. C'était si différent de tout ce que j'avais appris jusque-là, et ce fut ma première grande découverte. Ce qui n'apparaît pas, le vide, a tout autant de valeur que ce qui apparaît, le plein. En Occident, certains auteurs mal informés avaient décrit le monde chinois comme une réalité figée, immuable, alors que l'étude des textes anciens et l'observation démontrent la réalité dynamique de ces cultures. Au fondement de tout cela sont le yin et le yang, deux polarités issues du chaos originel dont l'alternance perpétuelle insuffle son rythme au monde et aux êtres qui le peuplent, car ils participent du même flux énergétique. Symbolisés sous la forme de deux haricots, l'un blanc, l'autre noir, percés et imbriqués l'un dans l'autre, elles oscillent tout en se générant l'une l'autre. Encore invisible, le yin est déjà agissant dans le yang, et dans le yin croissant, le yang caché prépare son apogée. Leur double mouvement est spiralaire, il n'est jamais le même, car il est par essence changement. Il s'arc-boute dans l'éternel retour et la mutation. Le temps n'y est pas tendu entre deux points fixes. Il n'y est pas enraidi par sa projection linéaire vers un but, un idéal à atteindre, un résultat escompté, une vérité à démontrer. L'accent est davantage mis sur l'accueil de l'advenir. Et avec lui, l'inconnu du chemin à accomplir, l'initiation qu'il recouvre, la découverte du cachet comme d'un trésor, en écho aux sagesses d'un âge d'or ancien. L'éducation a intégré ces sagesses, mémorisées par bribes dès le plus jeune âge. Les textes antiques sont tissés au présent, on les cite, on s'y réfère pour interpréter l'actualité comme un mode d'emploi. L'avenir est contenu dans la propension des choses, détaché d'une volonté tendue vers lui. Il survient sur le lit de l'instant présent, accueilli comme faisant partie d'un tout articulé. Alors, je précise, le contexte de ce petit paragraphe, c'est que je viens d'arriver, je suis à Taïwan, qui est le début de mon voyage. Je passe 6 mois à Taïwan dans un parcours un peu itinérant avant de me rendre sur le continent chinois, qui est l'endroit où je dois me rendre pour aller observer ce culte millénaire. Et donc, voilà, je partage là mes premières impressions, mes premiers ressentis. Ce premier décalage que je perçois dans ce jeu des altérités. Alors, le sujet de votre thèse, qui s'affine au fil des pages, vient questionner la mort dans d'autres civilisations, chinoises en particulier. Vous plongez dans les chroniques de Yangtze. D'où vient cet intérêt pour la Chine ? Alors, cet intérêt pour la Chine, il vient d'abord de l'intuition que j'avais que
La Chine, comme le dit très bien Simon Leys, est l'autre pôle de l'expérience humaine, donc cette altérité absolue. Bon, quand j'étais enfant, on me disait les Chinois, ils marchent la tête en bas, donc ils sont de l'autre côté de la Terre. Donc voilà, les enfants, ils ont un peu cette image des Chinois qui sont de l'autre côté de la Terre. Donc c'est vrai que pour moi, c'était une première image de l'altérité. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de cette terre? Et puis j'ai aussi une ancêtre, une aïeule lointaine, une arrière-arrière-grand-mère qui était écrivaine et qui avait épousé un consul elle a séjourné très longuement pendant de nombreuses années aux Philippines et en Extrême-Orient, et elle était écrivaine. Donc elle écrivait beaucoup de contes pour jeunes filles, on trouve encore ses livres. Et du coup, je recevais ces ouvrages qui étaient transmis avec précaution et beaucoup de révérence par mes grands-tantes au compte-gouttes de Noël en Noël. Et donc c'était une plongée déjà dans ce monde extrême-oriental, puisqu'elle l'écrivait à travers des histoires de jeunes filles, des contes, c'était une comtesse de Ségur de l'Extrême-Orient. Donc ça a été aussi mes premières fenêtres sur le monde de l'Extrême-Asie. Et puis, quand j'avais 14-15 ans, j'ai eu la chance de découvrir le texte du Zhuangzi, qui est un livre, un des plus anciens livres taoïstes, et qui est un auteur du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui m'a profondément bouleversée, parce que bien que ce soit absolument parfois difficile à percevoir, à comprendre, j'avais l'impression que ça m'était en même temps extrêmement familier. Donc ça m'a intriguée, ce paradoxe de quelque chose qui était à la fois de l'ordre du connu et de l'inconnu. Et j'ai eu envie d'en savoir plus, donc j'ai commencé des études de chinois à l'université d'Aix-en-Provence, parce que les idéogrammes aussi, la partie écriture chinoise me fascinait absolument, et aussi la peinture chinoise de paysages. Alors vous parlez de la société chinoise qui est construite à la fois de façon très verticale et très horizontale. Alors on imagine très bien à l'ère de la dictature chinoise actuelle le côté vertical, mais parlez-nous de cette horizontalité aussi, cette verticalité, cette horizontalité existe depuis de longues années. C'est vrai que pour bien comprendre, d'une part, le taoïsme et la société chinoise et la société civile chinoise, qui n'est pas racontée dans les annales dynastiques, les histoires officielles de la Chine, c'est-à-dire la véritable vie du peuple chinois, il faut avoir en tête cette dimension, ce croisement entre un axe vertical qui prend source dans le confucianisme à un moment où, dans l'empire des Han, qui est un peu l'équivalent de notre empire romain, commence en 200 avant Jésus-Christ et finit en 200 après Jésus-Christ. Donc en 140 avant Jésus-Christ, il y a un empereur, l'empereur Wu, qui devient absolutiste et qui décrète que le confucianisme, qui était déjà existant avec le culte des ancêtres, qui est un culte qui remonte à l'Antiquité, à plus de 3000 ans. Donc le culte des ancêtres, c'est rendre un culte de piété filiale envers les morts qui sont érigés en bons vivants de l'au-delà, protecteurs, censeurs. Il y a un autel des ancêtres dans tous les foyers, un temple des ancêtres dans tous les quartiers, dans tous les villages depuis toujours. Et il décrète en 140 avant Jésus-Christ que le confucianisme sera la doctrine, l'idéologie d'État par excellence, à l'exclusion de toute autre religion, dont le taoïsme ou tout autre, le chamanisme, qui était prégnant depuis très longtemps, précurseur de toute autre religion. Et du coup, le taoïsme se trouve rejeté alors qu'il était déjà très très présent, y compris auprès de la cour des empereurs, avec tous les rites de quête d'immortalité, qui était un des grands soucis aussi dans l'Antiquité chinoise. Et du coup, vont se former des jacqueries, des sortes de révolutions populaires, fomentées, accompagnées par les taoïstes, inspirées en tout cas de cet esprit très libertaire qui existe dans le taoïsme, et qui vont provoquer la chute des Han, l'équivalent de l'effondrement de l'Empire romain. Et à partir de là, le taoïsme va s'organiser dès le IIe siècle de notre ère, en se rapprochant des chefs locaux de villages qui en fait s'organisaient eux-mêmes déjà autour de temples, mais qui, contrairement à notre compréhension du site religieux, n'est pas un lieu religieux appartenant à un clergé, mais un lieu qui appartient au peuple. Donc le temple, c'est une maison commune, une maison communautaire, dans laquelle on se retrouve, on discute des affaires politiques de la cité, des affaires culturelles, économiques. Ils sont souvent un peu comme autant de nos cathédrales financés par des guildes de marchands. Et quand on a besoin d'y rendre un culte, on invite un maître des rites. Mais ça n'appartient pas à un clergé, ça appartient au peuple, aux habitants du village.
Du coup, dans ces temples, en fait, ces temples étaient fondés d'une manière très particulière, qui explique tout le fonctionnement de la société chinoise jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, c'est un système qui continue à perdurer. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que on découvre ça aujourd'hui à la faveur de plusieurs ouvrages de sinologues ou de sociologues qui ont travaillé sur la Chine ou d'anthropologues. Mais on le découvre très tardivement. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que le taoïsme, c'était une vague superstition populaire, que c'était le discours que l'Empire portait sur le taoïsme parce que c'était gênant, c'était un contre-pouvoir. Et en fait, les temples fonctionnent sur le partage de l'encens. C'est-à-dire que le temple en lui-même, le bâti n'est pas important. Nous, on accorde beaucoup d'importance au bâti. Les temples grecs doivent être construits pour l'éternité, dans la perdurance, les cathédrales aussi. Le temple chinois n'est pas fait pour durer. C'est un matériau friable qui va être détruit plein de fois, détruit par des incendies multiples et variés. Par contre, ce qui est très important, c'est le brûle-parfum. C'est un énorme brûle-parfum qu'on trouve dans la cour des temples, qui est en fonte, avec un texte gravé qui raconte la fondation du lieu en fonction d'une zone énergétique, un peu comme dans les méridiens du corps. On pointe là un endroit qui énergétiquement est le bon endroit pour poser le brûle-parfum, qui lui est l'emblème de l'union sociale. Et en fait, pour prier les divinités tutélaires qui sont rattachées à ce temple, on brûle des bâtons d'encens. Et donc, ça génère une cendre qui s'accumule dans ce brûle-parfum. Et pour fonder d'autres temples, on va prélever un peu de cendre de ce brûle-parfum du temple mère pour fonder des temples filiaux, qui eux-mêmes vont devenir aussi des temples mères. Et donc, ce partage de l'encens se répercute, on va dire transgénérationnellement, de temple arrière-grand-mère à temple grand-mère, etc., arrière-petite-fille. Ces temples se démultiplient en allant très très profondément dans les campagnes chinoises. Et toutes les communautés qui ont le même encens, provenant du même temple mère, sont reliées par un réseau très serré, très fin de solidarité, de partage culturel, de solidarité économique, culturelle, politique, etc. Donc ils se retrouvent dans des processions, dans des fêtes qui sont très fréquentes. Et donc il y a énormément de liens qui se tissent. Et c'est un réseau extrêmement serré qui fait vraiment contre-pouvoir au système impérial qui lui est donc absolument vertical, avec une hiérarchisation abrupte, une administration de lettrés qui sont très séparés du peuple, de par le fait qu'ils ont une culture, l'accès à une culture à laquelle le peuple, soi-disant, n'aurait pas accès, et qui, en fait, ne peuvent pas aller aussi profondément dans les régions et surtout au plus proche du vécu des gens. Donc le taoïsme avait ses lettres d'or, il s'était vraiment associé avec les chefs de villages locaux. Et donc, ce sont d'ailleurs des transmissions. Enfin, les maîtres taoïstes sont laïcs. Hein, ce sont pas des religieux ordonnés et vivant dans la chasteté. Ce sont des prêtres, des maîtres laïcs. Voilà. Donc du coup, on a un réseau qui existe. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça se transmet par la tradition orale. Donc, aujourd'hui, avec la renaissance des cultes en Chine. Malgré la modernisation, parce qu'on peut imaginer que la modernisation aurait complètement continué à poursuivre le travail de la révolution culturelle qui a effectivement éradiqué énormément de cultes et de pratiques religieuses. Mais en fait, dès que ça s'est réouvert un petit peu, tous ces cultes ont repris de manière absolument prodigieuse. Les maîtres ont retrouvé leur place. Les transmissions se sont faites, on ne sait comment, sous le manteau, malgré 50 ans de communisme. Le communisme se poursuit toujours, mais de fermeture de la Chine et d'interdiction absolue de pratiquer les cultes et les rites. Donc on a une représentation très de la société chinoise avec ce maillage très horizontal de ces temples. Et vous dites même que ces temples, ce sont des temples laïques, c'est-à-dire qui mélangent à la fois l'activité quotidienne et sociale d'un village, d'un territoire, avec les cultes religieux, si on peut appeler cela comme ça. De ce mélange, à la fois d'une pratique du pouvoir verticale et celle horizontale, vous nous racontez au début de votre immersion dans ce territoire chinois que vous découvrez, aussi la violence qui existe sur le territoire. Une scène est assez impressionnante. Vous êtes dans le train, simplement, il semblerait qu'une voyageuse allemande perd son appareil photo, ou se fasse plutôt dérober son appareil photo, et à la station suivante, le voleur se fait tuer sous le regard de tous les passagers. Cette violence qui existe, est-ce que c'est aussi une illustration de la relation
particulière qu'a cette société vis-à-vis des morts ou de la mort? Alors, je pense que là, il faut vraiment un peu séparer les choses, parce que il y a d'un côté, comme dans plein d'endroits du monde, y compris notre propre société, ce qui est mis en œuvre par un régime, par un système politique, qui ne représente pas forcément les traditions millénaires d'un peuple. Et donc là, on est dans le domaine de la justice chinoise, en tout cas à l'époque, qui est assez radicale, puisque les exécutions existent. C'est la peine de mort et sans appel. Et sans appel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur système de justice, qui pour autant ne représente pas l'esprit d'un peuple qui, lui, s'organise au contraire dans ce que démontre le taoïsme et cette organisation, ce pays réel dont je parlais à l'instant, qui s'organise autour de ses propres structures liturgiques, où s'associent les chefs de communes et les maîtres des rites. Ça montre effectivement un esprit d'indépendance et un besoin de décider par soi-même en marge de ce que peut imposer le système politique. Voilà. Donc ce que on peut observer sur le plan de la loi, qui dépend d'un régime particulier, ne peut pas être confondu avec l'expression millénaire et plus que millénaire, parce que là, quand on parle du taoïsme, il ne faut pas oublier que le taoïsme, en fait, c'est profondément inspiré du chamanisme, que le chamanisme, c'est une religion universelle que l'on trouve dans plusieurs régions du monde, et que le chamanisme était extrêmement prégnant, présent. Et c'est une tradition absolument magnifique dont on ne peut pas imaginer l'envergure, et que dont le taoïsme s'est profondément inspiré en le gardant dans son cœur. C'est-à-dire que ce que le taoïsme a élaboré en tant que ritualité, il l'a profondément emprunté au chamanisme. Et donc, quand on observe aujourd'hui, au XXIe siècle, un rituel taoïste, on trouve dans la structure de ce rituel, dans le noyau dur du rituel, le noyau chamanique. Et justement, Phongdu, cette montagne vers laquelle je vais et sur laquelle on rend un culte à des malmorts, on va y revenir tout à l'heure, eh bien, c'est un lieu puissamment chamanique et en même temps taoïste. Alors, ce lieu, Phongdu, bon, la prononciation, il va falloir que je me remette. Vous y êtes presque. Pas mal. C'est aussi à la fois un village imaginaire et un village réel que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre voyage. Parlez-nous à la fois de ce lieu imaginaire qui fait partie de cette tradition taoïste et puis cette rencontre avec ce village, ces montagnes, ces temples qui viennent se positionner à différents endroits sur cette montagne. Oui, alors déjà, il faut peut-être recontextualiser. C'est-à-dire que moi, j'ai à peine 25 ans, je commence une thèse de doctorat sur le monde des morts chinois et notamment, j'ai entendu parler de ce lieu extraordinaire qui serait un peu l'équivalent de notre Hadès, c'est-à-dire que c'est une entrée du monde des morts. Et bon, les raisons pour lesquelles je suis aspirée par ce lieu me seront révélées que bien plus tard. Donc bref, je fonce tête baissée. Mais avant de partir sur le terrain, ce qui est le jargon d'ethnologue, ce qu'on va étudier sur le terrain, observer pendant une longue période d'immersion des rites, des cultes, etc., des manières de vivre autres que les nôtres. J'ai quand même passé 2-3 années à la Bibliothèque des hautes études chinoises à Paris à traduire des textes taoïstes et notamment ce qui va constituer le socle de cette thèse, c'est le récit d'un grand chaman du IVe siècle qui s'appelle Yangtze, qui était dans la Chine du Sud, au sud du Yangtze, qui était une région puissamment chamanique et médiumnique. Au IVe siècle, c'est une époque de grand millénarisme, messianisme, parce que au moment de l'effondrement des Han, en 200 ans après Jésus-Christ, un gardien d'une passe dans les montagnes a vu apparaître Lao Tzu, nouvellement apparu donc. Lao Tzu étant donc un très grand maître spirituel chinois, a priori du VIe siècle, mais on n'en a aucune preuve, c'est un personnage pseudo-historique. On retrouve les premiers textes en vrai de ce Lao Tzu, le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu que sans doute vous connaissez parce qu'on le trouve dans toutes les bonnes librairies. On en trouve les premiers exemplaires en 300 avant Jésus-Christ. Mais Zhuangzi, qui est précédent, qui est antérieur, le cite déjà. Donc il y a toute une tradition orale. Bon. En tout cas, pour dire que ce Lao Tzu, il apparaît à ce gardien de la passe et il annonce la fin d'un monde, la renaissance d'un nouveau monde. Donc bref, on rentre dans un grand
une grande dynamique millénariste. Et à cette époque-là, la Chine était à feu et à sang, des guerres entre tous les royaumes. Après l'effondrement des Han, c'est un désordre absolu. Donc il y a des invasions, beaucoup de morts, beaucoup de famines. Et aucune préparation au monde des morts. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque aucune représentation précise d'un au-delà, d'une outre-tombe. Où va-t-on après la mort? Jusque-là, on avait de vagues visions chamaniques sur des sources jaunes, mais très imprécises, qu'on retrouvait dans les poèmes des sorcières de l'Antiquité. Et puis, il y a le bouddhisme qui arrive au IIe siècle, qui apporte une vision très structurée, les enfers, les 18 enfers, etc. Mais qui ne répond pas forcément à toutes les quêtes. Et le taoïsme se trouve en perte de vitesse par rapport aux bouddhistes qui gagnent du terrain avec leurs histoires, qui rencontrent grand succès dans une Chine affamée de sens. Et tout d'un coup, ce Yangtze est convoqué par les dignitaires de la cour auprès de laquelle il officie pour aller mener une enquête dans l'au-delà, car ces dignitaires constate des morts subites parmi leurs proches, des maladies violentes, des morts, etc. Et on a l'impression que ce sont de mauvais sorts qui sont jetés depuis l'au-delà, donc sans doute par de défunts ancêtres mal morts, et qu'il y a là des nœuds transgénérationnels à aller explorer. Donc ce Yangtze est propulsé par la transe dans l'au-delà. Il devient une sorte de détective pour aller élucider d'où viennent ces vendettas spectrales, c'est le mot qu'ils emploient, essayer d'intercéder auprès des juges de l'au-delà et de comprendre ce qui se passe et d'apaiser ces violences. Et du coup, il en revient, il pérégrine, et à la manière vraiment de la Divine Comédie de Dante, il découvre un lieu d'une absolue beauté et étrangeté qui s'appelle l'île des Morts, Fondou, littéralement capitale de l'abondance, qui est une île montagneuse située en mer du Nord, greffée de forteresses dans lesquelles sont enfermés les Malmorts et de fosses pélagiennes, c'est-à-dire de grottes qui s'enfoncent sous la mer. Voilà, des lieux de détention, comme un entre-deux, peut-être une sorte de purgatoire, si on veut essayer de faire des liens, en attendant de pouvoir être réhabilité ou réintégré dans la nouvelle cosmogonie annoncée par Lao Tzu. Bon. Donc c'est la première fois qu'on entend parler d'un endroit où vont des morts, qu'on a une description extrêmement précise d'un territoire, de cet au-delà. Jusque-là, tout était très flou, et les taoïstes, surtout avant l'ère, s'intéressaient plutôt à la quête de l'immortalité, même physique du corps. Donc à des pratiques d'hygiène, de santé, de circulation circulation des sous, d'alchimie, pour garder le principe vital, nourrir le principe vital. Donc c'est un immense changement. Et du coup, voilà, j'ai traduit ce texte qui est un monument de littérature spirit, une très très haute qualité littéraire, qui m'a permis de le comparer vraiment à l'œuvre de Dante, la Divine Comédie. On y reviendra en fin d'interview. Rapidement, dans l'ouvrage, vous vous interrogez sur la place de l'anthropologue que vous êtes, son approche scientifique en questionnant le niveau d'implication possible. Peut-on restituer correctement l'objet d'étude sans y être impliqué corps et âme, et vous y impliquez corps et âme? Comment se fait ce voyage, cette quête? Alors évidemment, c'était pas du tout prévu au départ, parce que j'étais donc jeune étudiante d'anthropologie, donc on nous avait seriné le concept d'observation participante, qui déjà me paraissait assez paradoxal, parce que je me disais, avec ma sensibilité et mon intuition, en fait, comment est-ce qu'on peut rester complètement extérieur à un événement auquel on assiste sans être touché par ce qui se passe, ne serait-ce que par le regard que posent nos interlocuteurs ou les personnes que l'on observe sur nous, étrangers au milieu de leur société. Donc il y a forcément des interactions sur lesquelles il est important de s'interroger et qui n'avaient pas l'air d'être prises en compte dans les leçons d'anthropologie que j'avais pu entendre. Du coup, ça c'était quelque chose qui déjà m'interrogeait et qui en fait ne cessait de revenir en boomerang, puisque j'arrive, donc on a parlé du socle mythique, mais ensuite ce lieu, Fondou, mystérieusement, énigmatiquement, à la fin du premier millénaire, se greffe sur le bord du fleuve Yangtze, qui est un fleuve qui découle des hauts plateaux tibétains et qui traverse la Chine d'ouest en est, se jette à Shanghai. Et donc, le long de ce fleuve, bien avant les fameuses célèbres Trois Gorges, il y a des petits villages assez lugubres qui bordent le fleuve. Ce mont Fondou devient un très très haut lieu de pèlerinage à partir du XIe, XIIe siècle. Il y a toute une géographie sacrée qui se développe, de temples, qui symbolise un parcours dans l'au-delà. Donc, ça veut dire que les vivants
peuvent aller visiter leurs défunts de façon virtuelle et rituelle, en accomplissant ce parcours avec pour objectif de dénouer des nœuds transgénérationnels, des conflits, des choses qui n'ont pas pu être dites avant la mort du défunt, et justement anticiper sur de possibles revanches ou vendetta spectrale. Et c'est donc un lieu de guérison, puisque l'on sait, aujourd'hui, on parle beaucoup du transgénérationnel, que lorsqu'on ne va pas délivrer certains secrets de famille, il continue à rester il demeure des mémoires vives, encryptées, qui se répercutent sur les générations suivantes. Donc c'est un travail d'écologie intérieure que d'aller dénouer ces nœuds transgénérationnels. Et bien en Chine, voilà, dès le IVe siècle avec ce fameux Yangtze, et ensuite à partir de l'élaboration de ce lieu saint au XIe, XIIe siècle, jusqu'à la guerre sino-japonaise dans les années 30, on peut observer de fabuleux, spectaculaires pèlerinages sur ce lieu, qui est un point de rencontre sur la frontière de l'au-delà, entre les vivants et leurs morts. Mal mort. Alors pour mettre la mort à distance, vous allez la chercher dans les retranchements les plus enfouis de l'inconscient, du conscient, des mythes, des croyances du peuple chinois. Vous faites même référence à votre professeur Christopher Schipper. La mort est aussi intimement liée à votre histoire personnelle. Vous dites aussi, page 21, qu'écrire, ce n'est plus mettre au futur la mort toujours déjà passée, mais accepter de la subir sans la rendre présente et sans se rendre présente à elle. En quoi cette mise à distance est aussi nécessaire dans l'histoire? Vous parlez de transgénérationnel, de réflexion de cet ordre-là. En quoi cela est essentiel pour les peuples, pour l'homme? Cette mise à distance, en fait, moi, on va dire que je ne l'incarne, ou je ne m'en rends compte que bien longtemps après que ce travail ait été achevé. Parce que pour revenir à la question précédente à laquelle j'ai pas tout à fait répondu, c'est que effectivement, à la faveur je dis à la faveur, parce que c'est ce qui a dénoué aussi la pelote, c'est que d'un accident existentiel. Alors on va pas révéler tout ce qui se passe parce que c'est quelque chose d'assez perturbant et puissant dans le livre. Donc je vais peut-être pas tout dévoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais en tout cas, il y a un moment où il se passe quelque chose mon terrain ne cesse de m'échapper, puisque les gens sont mutiques et ne veulent pas me répondre. Ils me disent, mais on voit pas de quel pèlerinage vous parlez, on n'a jamais entendu parler de ce pèlerinage. Donc il y a un mutisme, une peur aussi de parler à l'étrangère, à celle dont on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. Et c'est la première fois qu'ils voient une étrangère dans leur petit village complètement perdu et isolé. C'est une époque où la Chine renaît à peine des cendres d'une religion qui a été détruite par le régime communiste avec l'apothéose de la révolution culturelle. Donc on est juste 14 ans après la fin de la révolution culturelle. Donc il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de traumatisme. Parler d'un culte, parler d'un rite, parler d'un pèlerinage, ça peut être un risque mortel. Donc voilà, je n'obtiens pas grand-chose et donc je suis extrêmement isolée. Je passe 4 années d'immersion absolue dans ce village, à travers plusieurs séjours de plusieurs mois, souvent chassée par la police. Donc pour moi, c'est pas tout à fait évident. Et donc je suis vraiment confrontée à cette solitude. C'est là que il m'arrive cet accident existentiel qui me fait basculer, pour revenir à la question précédente, qui me fait basculer à mon insu, je deviens quelque part le sujet de votre thèse, de ma thèse, et en même temps, je rencontre ce à quoi j'essayais d'échapper. C'est-à-dire que tout ce voyage à travers la Chine, à travers le prétexte de cette recherche anthropologique, je comprends bien longtemps après, à la faveur même d'une psychanalyse, que bien après avoir rendu ma thèse, que c'était un détour qui a peut-être été même un raccourci pour arriver à faire face à un événement absolument tragique dans mon histoire personnelle qui avait eu lieu donc quelques années avant que je choisisse ce sujet de thèse. Mais lorsque je choisis ce sujet de thèse, je ne fais aucun lien entre les deux. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point on peut être porté. Donc je suis lancée dans le sujet et sans vraiment comprendre ce que je viens y chercher. Mais en fait, ce retour, c'est le retour du boomerang qui me met face à moi-même à travers justement l'accident existentiel que je vais vivre sur place. Et du coup, j'ai pas répondu à la dernière question qui était, je vais vous demander de me la rappeler. Quelque part, j'y ai répondu finalement dans le sens où, pour moi, entamer cette recherche, bien qu'en étant totalement à mon insu sur le moment, c'était une manière à la fois de mettre à distance pour pouvoir le penser, un événement qui était tellement proche dans mon intimité que je n'arrivais pas à le penser. Donc c'était à la fois un immense détour pour aller au plus proche
de cet événement qui était pour moi de l'ordre de l'impensable dans mon histoire personnelle et qui était tellement douloureux que je ne pouvais pas l'aborder. Et donc la manière dont moi, inconsciemment, intuitivement, je l'aborde à ce moment-là, c'est en choisissant un sujet de thèse qui m'emmène à arpenter des frontières entre le monde des vivants et des morts à l'autre bout de la Terre. Pour faire une petite parenthèse dans ces réflexions profondes et à la fois intimes de votre histoire, ce récit est à la fois un récit de voyage véritable et complètement intérieur aussi. J'aimerais que vous nous parliez du monastère de la Pureté Suprême que vous allez visiter. Alors donc oui, je passe 6 mois à Taïwan, qui est un peu un conservatoire des traditions religieuses, notamment taoïstes, puisqu'ils n'ont pas eu la même histoire que la Chine continentale. Donc là-bas, on retrouve tout intact. Et puis j'entre en Chine continentale et je décide de faire un premier stop à Chengdu, qui est la capitale du Sichuan, sachant que Fengdu, où je dois me rendre pour ce sujet, est aussi au Sichuan, mais en aval sur le fleuve Yangtze. Et donc à Chengdu, je rencontre 2 ou 3 maîtres, professeurs d'université qui m'aiguillent un peu et même me donnent des conseils et surtout m'alertent sur la dangerosité de l'expédition à laquelle je me prépare, donc ce qui n'est pas fait pour me rassurer, alors je cherchais plutôt des appuis. Et puis il me conseille d'aller visiter un très grand maître, Maître Gong, qui est le supérieur d'un monastère vraiment logé dans les contreforts tibétains, un monastère taoïste assez immense, et donc je me rends là-bas. Et donc j'y séjourne plusieurs jours. Et donc je vais découvrir d'abord la vie d'un monastère taoïste, et puis je vais avoir plusieurs rencontres privilégiées avec ce maître Gong, qui lui est déjà très âgé. Il s'est retiré dans un des pics les plus, parce que c'est tout un système montagneux, et donc les monastères sont répandus sur plusieurs pics. Et lui s'est retiré dans un temple perché au-delà des autres, et où je vais le visiter dans sa grotte quelque part, où il est penché sur des écrits anciens, en train de rédiger un ouvrage important. Vous citez aussi Victor Ségalen, où vous dites « Le véritable exotisme se fonde sur un sentiment aigu de la différence, de la distance, de la séparation, de la rupture. Puis, plus loin, l'exotisme n'est pas la compréhension parfaite d'un hors soi-même qu'on atteindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle. » S'agit-il en fait de la distance qui sépare éternellement celui toujours vivant de celui déjà mort? Eh bien oui, c'est vrai que quand on parle d'altérité, du jeu des altérités, l'altérité, on la rencontre avec notre voisin de palier, on la rencontre avec des personnes, des individus appartenant à d'autres cultures, entre membres d'une même famille aussi, entre conjoints. Enfin, l'altérité est en permanence en train de nous questionner et de nous mettre dans une dynamique. Et si on ne le fait pas, on entre en guerre. On peut le constater aujourd'hui. Et la suprême altérité, c'est effectivement c'est le rapport entre les vivants et les morts. En tout cas, quand on a peur de la mort, on est dans une grande altérité. Et accepter que notre part la plus intime de notre être vivant, c'est justement la mort. Et c'est comme ça que les taoïstes le voient, puisque les taoïstes orientaient leur pratique de nourrir le principe vital sur nourrir un embryon de vie, comme si c'était des êtres féminins qui allaient donner naissance à un corps d'immortalité, et à éteindre ou maîtriser en soi les germes de mort. Voilà. Donc en fait, toutes les pratiques taoïstes, que ce soit par les jeûnes, par la circulation des souffles, toutes autres différentes pratiques, ne serait-ce que des randonnées dans les montagnes, ont pour but de nourrir le principe vital et d'évacuer tout ce qui pourrait générer le développement d'un germe de mort dans le corps, donc d'une maladie, de quelque chose qui viendrait mettre en danger le principe vital. Donc ça nous parle aussi du fait que cette mort, elle est déjà en nous, de fait. Enfin, scientifiquement et biologiquement, on peut le dire. On porte en nous la mort, et c'est ce qui définit aussi notre humanité et qui donne toute cette richesse à notre expérience humaine. Donc, c'est la suprême altérité, mais on la contient aussi en nous-mêmes.
Et c'est François Tchang d'ailleurs qui disait là dans son dernier livre Une nuit au Cap de la Chèvre. Voilà, il réfléchit aussi sur la mort, parce qu'il se sent pas non plus éternel. Et il parle de cette mort qui est tapie au plus profond de notre être, qui est là, et que soit on l'apprivoise, on l'accepte et on dialogue avec elle, et donc on peut dialoguer avec nos morts, soit on en a peur, comme le font nos sociétés occidentales depuis l'ère de la modernisation, depuis peut-être le siècle des Lumières, où on a eu au contraire pour but d'éradiquer tout lien avec ce qui pourrait nous rappeler cette dimension de notre finitude. Donc on est plutôt dans une quête d'immortalité, mais assez factice. Et notre système consumériste nous y pousse grandement. Donc aujourd'hui, je crois qu'à la faveur d'une expérience collective et même planétaire qu'a été le Covid, qui a généré pour beaucoup d'entre nous, de près ou de loin, de grandes terreurs, de grandes remises en question, la perte d'êtres chers, d'êtres qu'on n'a pas pu accompagner, de mourants qui ont été laissés à l'abandon, de cultes qui n'ont pas pu être apportés, etc. Il y a tout d'un coup eu une brusque rencontre avec cette mort et ce transgénérationnel qui était laissé de côté. Je crois qu'aucune civilisation ne s'était négligée à ce point que la nôtre, en laissant de côté, en déniant ce grand mystère qu'est la mort et notre relation à la mort et avant tout à notre propre mort. Vous évoquez à travers le texte de Nicolas Abraham et de Maria Torok la notion du fantôme et dites que le fantôme qui hante est le témoignage de l'existence d'un mort enterré dans l'autre. Est-ce une façon d'évoquer soit l'héritage familial, conscient ou inconscient, d'un non-dit ou d'un trop transmis ? Alors effectivement, dans le transgénérationnel, on revient au transgénérationnel. Donc la question, c'est pourquoi tout d'un coup le transgénérationnel revient dans notre société depuis au moins 30 ans, 40 ans, depuis les années 80, avec Anne Ancelin, Schunza Berger, qui a publié À mes aïeux, best-seller dont tout le monde a peut-être entendu parler. La vraie question, c'est de se demander pourquoi le transgénérationnel avait disparu aussi abruptement de notre civilisation. Ça rejoint ce que je disais précédemment. Et il y a, dans les années 70, 78, Nicolas Abraham et Maria Torok, qui sont deux psychanalystes hongrois, qui vont définir ce concept de fantôme psychique, brillant concept, qui nous parle du secret, de ce qui est encrypté, d'un traumatisme qui a été donc recouvert par un non-dit. Et ils définissent effectivement le fantôme psychique, il y a plusieurs manières de le dire, mais comme cette lacune laissée en nous par le secret des autres. Donc comment des mémoires non dites, des mémoires traumatiques non dites, continuent de rester agissantes tant qu'elles n'ont pas été dites, élaborées, consolées, délivrées par une transmission, quelle qu'elle soit. Donc ça reste dans une crypte et donc comme elles sont vives, ces mémoires, elles se manifestent à travers les générations par différents troubles qui rappellent cette mémoire oubliée. Le travail que je fais avec mes patients dans les arbres que l'on dessine sur des grandes feuilles, c'est comme déjà un voyage dans l'au-delà, parce qu'ils vont construire leur arbre, écrire les noms des ancêtres sur 5-6 générations. Donc déjà, ils trouvent des noms qu'ils ne connaissaient même pas à la faveur de recherches, d'état civil qu'ils font. Et donc tout d'un coup, voilà, on réanime des mémoires, des noms, des individus. On a des dates de naissance, des dates de mort. On travaille avec les coïncidences significatives. Et aujourd'hui, l'épigénétique nous démontre, parce que je suis là en disant oh là là, c'est transgénérationnel, ils sont un peu farfelus quand même. Qu'est-ce qu'ils nous racontent comme histoire ? Bon, pourtant il y a énormément de cas cliniques qui sont très impressionnants. Mais aujourd'hui, l'épigénétique va complètement dans ce sens, puisqu'on a pu prouver que l'ADN était marqué par cette empreinte traumatique et que un traumatisme vécu par une arrière-grand-mère, imaginons, je sais pas, une scène terrible de viol, par exemple, va rester marqué dans l'ADN et se répercuter jusqu'aux générations suivantes, alors peut-être l'arrière-petite-fille, et on constate dans l'épigénétique que la trace dans l'ADN de ce traumatisme est plus puissante chez la petite-fille que chez l'arrière-grand-mère. Donc il y a une sorte de déploiement d'un secret qui, n'étant pas dit et pas soigné, pas guéri, pas accueilli, pas délivré, voilà. Donc l'histoire familiale, c'est un grand livre de contes dans lequel tout doit s'équilibrer. Et en même temps, c'est un système extrêmement puissant avec ses propres lois, souvent très implicites, auxquelles on doit adhérer par loyauté. Ce sont des loyautés souvent invisibles, sans savoir exactement à quoi on adhère, parce que ce sont parfois des contrats et des pactes beaucoup plus anciens dans l'histoire familiale. Et c'est un travail, je pense, d'écologie intérieure que de pouvoir...
C'est ce que font déjà les Chinois donc avec ce mont Fangdu. C'est ce qui m'a aussi orienté vers la psychanalyse transgénérationnelle, c'est cette recherche anthropologique. Alors dans votre ouvrage se croisent du vécu, de la réalité et du conte aussi. Ça me fait penser aussi ce que vous appelez transformer les morts en ancêtres, c'est résoudre ces fantômes qui traînent en nous. Je vous propose, pour faire une petite pause lecture, et de venir nous balader dans le monde du conte avec une lecture où vous évoquez le temple des 3 Pythons et son moine fou. Bon, alors donc je suis là déjà à Fangdu depuis un bon moment, ça fait presque 2 ans peut-être. Et à un moment, je participe à un pèlerinage. En tout cas, je me retrouve dans cette situation d'observation. Et il va m'arriver des surprises. Parce que, en fait, ce livre a l'air, c'est un récit qui raconte aussi un moment d'isolement où je suis face à des populations mutiques. Mais en fait, il se place tout le temps des choses. Donc, il y a du suspense en permanence. La procession s'arrêta enfin devant le temple de l'empereur des ténèbres du Nord, le grand régisseur du monde infernal. Le groupe des pèlerins taïwanais se fondit dans la foule qui avait grimpé la montagne par d'autres chemins. J'avais la tête lourde. Mes vertiges reprenaient. Une communion indéfinissable unissait la foule. Je me sentis encore plus à l'écart. Bien qu'affecté par ce qui s'est déployé devant moi, ma solitude formait un épais rempart qui rendait cette réalité non accessible. Une envie de fuir me saisit brusquement. Au même instant, l'homme qui était assis sur le palanquin, derrière les 3 porteurs de divinité, se détacha de la foule et se mit torse nu. C'était un très jeune homme. Il entama une étrange danse désarticulée. Pèlerins et curieux formèrent rapidement un cercle autour de lui. Le rythme des percussions redoubla de vigueur. En un éclair, 5 grosses aiguilles perforèrent ses joues, sa langue et ses mollets. Son sang va purifier le monde des mauvaises influences. Les armées célestes et invisibles qu'il entraîne à sa suite et dont les généraux hantent son corps vont exterminer les démons qui rôdent sur la montagne, me commenta une femme qui a dû voir mon air pétrifié. Assise en retrait sur un muret, je pris le temps de respirer le calme qui émanait du fleuve dont j'apercevais en contrebas le miroitement à travers les feuillages. Je m'imaginais alors plongeant dans le vide. Je planais les bras étendus en croix. Je voguais au-dessus de la forêt, prête à franchir les montagnes, à surplomber les lacs. Mais je redescendis brutalement sur terre, en distinguant à mi-montagne les pointes recourbées d'un toit en aile de faisan. Un temple situé à l'écart du chemin de pèlerinage, un temple que je n'avais pas encore répertorié. Il paraissait tout proche. Laissant derrière moi la procession, je pris les 3 sentiers qui semblaient y mener tout droit. La tache claire d'énormes stupas de marbre blanc irisé se détachait entre les arbres. Je butai contre une forme ronde et dure. Une volumineuse tête de pierre. Tout près, gisait un corps robuste et cuirassé. J'aperçus d'autres statues, éparses, à demi dévorées par les buissons d'épineux. Avec leurs visages graves et barbus, elles évoquaient les rois maudits. J'arrivai par l'arrière du temple. Là-haut, le petit muret me parut soudain fort éloigné. Le fouillis des arbres dissimulait les flambeaux. La musique s'était estompée. Quel pouvait bien être ce temple perdu au cœur de la forêt? Pourquoi était-il séparé des autres? Il n'était désigné sur aucune des cartes actuelles que j'avais pu consulter. Je contournai le bâtiment dont la façade donnait en direction du fleuve. La pénombre était telle, sous le couvert des arbres, que je tâtonnais pour avancer. Quelle heure pouvait-il bien être? Je m'étonnais d'avoir perdu la notion du temps. La nature, que pas un souffle ni un bruit ne venait effleurer, semblait repliée sur un pesant secret. Impressionné, j'imaginais un bref instant avoir pénétré dans un de ces espaces surnaturels dont la montagne était striée par endroits, selon d'anciennes légendes. C'est mon chien, je vous préviens. La porte centrale du temple, haute et majestueuse, s'éleva soudain devant moi. Un coup d'œil à l'intérieur me rassura. De hauts candélabres se consumaient au pied de 5 monumentales colonnes de bois qui soutenaient la charpente élevée du toit.
Une présence humaine devait donc veiller sur ce temple retiré. Mes yeux mirent du temps à s'adapter à la pénombre. La confusion des émotions accumulées au cours des derniers jours saturait mon mental. En se refermant sur moi, l'espace mystérieux de ce temple mettait en lumière ces dissonances, comme si une force nocive me poussait depuis quelques jours à enchaîner des faux pas irréversibles. Je remarquai que l'une des colonnes du temple avait été fraîchement repeinte de rouge cinabre, et en la suivant du regard jusqu'au faîte, je découvris, terrifié, à quelques mètres au-dessus de moi, les corps tortueux et épais de 9 gigantesques serpents qui, d'une colonne à l'autre, se mêlaient dans une joute surnaturelle. Je me trouvais dans le temple des 9 pythons, le site le plus puissant de la montagne, à la réputation obscure. J'en avais trouvé trace dans une ancienne monographie du XVIIe siècle. Une légende affirmait qu'un grand nombre d'âmes errantes étaient concentrées dans ses proches alentours. Malgré mes questions récurrentes, personne au village ne m'avait confirmé son existence. Sans doute, ce lieu maudit était-il tabou ? Personne n'osait l'évoquer, encore moins s'y rendre, de peur de contacter ces entités maléfiques et flottantes. Un immense frisson me parcourut. J'allais prendre mes jambes à mon cou lorsque j'ai perçu le son d'un léger froissement. Affolé, j'attendis que le silence se rétablisse. Le bruissement se manifesta de nouveau. Il semblait tout proche, à quelques mètres derrière moi. Je crus même sentir un souffle, puis apercevoir une ombre se faufiler derrière le pilier d'en face. La silhouette d'un moine taoïste surgit alors devant moi. Voilà, je m'arrête là. Merci pour cette lecture. Vous l'aviez évoqué déjà tout à l'heure dans l'entretien, vous faites le rapprochement avec la Divine Comédie de Dante et de Yangtze. En fin d'ouvrage, vous relatez un conte avec l'immortel Wang Fangping. On retrouve des similitudes avec Charon, tous deux passeurs des âmes mortes. Similitudes entre légendes grecques et chinoises, ces thématiques sont-elles le lien universel entre les humains ? Eh bien oui, je pense que justement ça nous rappelle que le monde de l'au-delà, en tout cas, a été représenté par les humains comme un territoire, comme une géographie, et sans doute dans le désir de pouvoir la parcourir. Effectivement, donc à la fin, il y a un chapitre final qui est un chapitre un peu imaginaire, mais en même temps très inspiré d'un corpus de contes qui ont presque 1000 ans. Enfin, les premiers dont je m'inspire datent du 8e, 9e siècle. Et puis j'en trouve plein d'autres dans les monographies locales du 12e, 15e, 17e siècle. Et donc je lisais énormément de légendes locales que je trouvais dans ces monographies anciennes pour occuper le temps. Et je me suis dit, par rapport à, il y a ce socle mythique, c'est-à-dire les géographies imaginaires du chaman Yangtze, il y a ce lieu saint qui s'est élaboré et dont on peut encore voir toutes les traces puisque les temples sont encore présents, même si il y a eu 50 ans d'interruption. Il y a ces maîtres que je finis par retrouver dans les campagnes lointaines puisque je vais pour finalement fuir un peu les soupçons de la police locale, partir dans les montagnes à la recherche de ces maîtres en ayant peu à peu des indices qui m'amènent à les retrouver dans des fermes très lointaines. Chaque fois, il faut marcher 2-3 jours pour aller d'une ferme à l'autre. Et donc, je vais pouvoir vivre avec eux, observer certains rites qu'ils accomplissent encore, dont ils ont hérité. Et puis, il y a toute cette représentation imaginaire, cet imaginaire populaire qui imagine comment c'était de l'autre côté de cette fameuse frontière poreuse. Qu'est-ce qui s'y passait. Donc, j'imagine effectivement le voyage d'un individu que j'ai connu et qui est décédé lors de ce travail de terrain. Et voilà, je n'en dis pas plus sur le lien très très particulier qui va nous unir, c'est le cas de le dire. Et donc j'imagine son voyage dans l'au-delà pour en ressortir. Et donc il est effectivement à un moment sauvé par cet immortel Wang Fangping qui, en fait, bien avant que Fengdu devienne ce Fengdu, là, au bord du fleuve Yangtze, c'était un mont qui s'appelait le mont Pingdu, sur lequel 2 immortels de 200-300 ans avant Jésus-Christ pratiquaient l'alchimie externe pour devenir des immortels, effectivement. C'est-à-dire se fondre dans la nature. Vous accordez une importance en toute chose au symbole, avec comme exemple la sonorité de votre prénom en chinois, par exemple, mais aussi à la graphie. Et vous dites, par l'unique trait de pinceau, l'homme peut restituer en miniature une entité plus grande sans rien en perdre. Les mots sont symboles. Quelle est pour vous la force symbolique de l'écriture ? Ah oui, ça c'est une belle question, parce que en fait, dans la vision taoïste,
l'écriture est d'origine divine. Elle fait partie du même souffle originel que le cosmos avant la création du monde, avant que les polarités yin et yang génèrent une division qui donne la forme aux choses, à toutes les choses. Et donc l'écriture est issue de cette même de ce même souffle originel. Donc elle est d'origine sacrée. Et donc, par exemple, quand Yangtze reçoit les révélations des immortels qui le guident vers cette géographie de l'au-delà, cette île montagneuse, eh bien voilà, ce sont les écrits qui en ressortent, ce sont des écrits qui ont été inspirés par ces révélations divines. L'origine de l'écriture chinoise, c'est une écriture oraculaire, c'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, on pratiquait des rites oraculaires, souvent c'était des craquelures sur les carapaces de tortue avec le feu ou avec des os de mouton, et donc il y a des signes qui apparaissaient qui sont au tout début de l'écriture chinoise. Donc l'origine de l'écriture chinoise était finalement divinatoire, oraculaire. Et cette tradition, elle va perdurer d'une certaine manière, puisque on la retrouve dans une écriture talismanique qui est toujours observable aujourd'hui et qui permet ce lien, ce dialogue avec l'au-delà. Donc les chamans, les maîtres des rites taoïstes, ont cette habilité à pouvoir comprendre ces écritures qui leur sont transmises. Ils écrivent sous l'effet de la transe des écritures médiumniques et où ils tracent des talismans. Et par exemple, le mont Fangdu, qui est donc une montagne physique que l'on peut parcourir de son pas, à la fin du premier millénaire apparaissent des sortes une carte, des contours ésotériques de la montagne, donc une sorte de dessin talismanique qui représente la cartographie de l'essence même de cette montagne. Donc il n'est même pas nécessaire pour les initiés de s'y rendre de leur pas. Ils peuvent, donc en étant un initié taoïste, en ayant reçu tous les enseignements, ils peuvent avoir la capacité d'entrer dans le paysage, qui d'ailleurs est aussi à l'intérieur de leur corps, puisque dans le corps se trouve aussi le cosmos, et nous sommes dans le cosmos, et le cosmos est en nous. Donc ils peuvent accomplir le voyage, le grand voyage, la transgression des frontières, le voyage transcendant, par le biais de l'écriture talismanique ou de ces cartes ésotériques. Alors je finirai par une dernière question avec une citation de l'auteur Jackie Schwartzman, qui écrit dans un univers complètement différent, puisqu'il s'agit plutôt de romans noirs ou de satire sociétale. Lui dit « La norme est la mort, car toute chose vivante est en train de mourir, alors qu'à l'inverse, aucune chose morte n'accède à la vie. Ce n'est pas la mort qui est absurde, c'est la vie. De quoi la recherche d'une explication mystique de l'origine de la vie et de la mort est-elle le besoin ? Je pense que c'est le besoin le plus fondamental, c'est le besoin de nous relier à notre mystère. Et c'est justement ce mystère-là, je pense, qui a fait l'objet d'un incroyable déni dans nos sociétés modernes, ultra-modernes. Et que si on observe ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de quête de sens, de besoin de dialoguer avec l'invisible, choses qui a toujours existé dans nos sociétés. Autrefois, toute la sagesse des druides, dans notre Moyen-Âge, il y avait énormément de... Voilà. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de professions qui réapparaissent comme géobiologues, des passeurs d'âmes, des médiums. Il y a beaucoup de choses qui réapparaissent et qui viennent nous aider à nous relier à cette part de nous-mêmes qui nous manque en fait. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'un très grand manque au centre de notre humanité. Ouais, le dialogue avec nos morts. Et on voit beaucoup de livres paraître sur la question. Grégory de Laplace qui publie La Voix des fantômes, Vinciane Després qui a écrit plusieurs livres Au bonheur des morts ou voilà sur la relation avec les morts, Delphine Orviller, Vivre avec ses morts, Jennifer Keller, Le mari de nuit. Enfin, on retrouve énormément d'écrits actuellement qui sont une grande sensibilité qui s'exprime à ce sujet. Alors, le professeur Wang que vous rencontrez vous suggère malicieusement d'élucider votre montagne et d'explorer votre propre immortalité. Chose que vous faites dans votre livre, La forteresse des âmes mortes, voyage initiatique dans les montagnes taoïstes. Sandrine Chenivès, merci pour vos réponses. Merci infiniment pour votre invitation, pour votre présence et votre écoute. Merci beaucoup.